Salut tout le monde, on est ravis de vous retrouver en ce dimanche pour un nouvel épisode du Hoop Culture. Je suis trop content de retrouver mon pote Pierre Armand. Et voilà, mois de mars oblige, on a décidé de faire un numéro un petit peu spécial March Madness, mais basket universitaire au sens très large, nos souvenirs, voilà, les choses qui nous ont marqué le plus. Euh, Pierre Armand, comment ça va de ton côté? Comment ça se passe? C'est comment le mois de mars à Marseille? Même si j'y étais il y a pas si longtemps finalement, qu'il fait beau, il y a du vent, parce que nous, je t'avoue qu'on se gèle à nouveau les miches à plein régime. Donc comment ça va toi? C'est pas ouf, je vais pas te mentir. Il pleut beaucoup, c'est pas tout à fait normal non plus. Ça y est, c'est la fin des haricots. On attend le fameux tsunami qui était prévu pour 2030. Apparemment, il est un poil en avance. Voilà, mais sinon, non, non, tout roule, tout va bien. Bon, de toute façon, Un j'imagine. peu frais aussi. J'ai vu qu'on nous demandait à ce que tu ouvres carrément une succursale au Mucem pour y exposer toute ta collection de maillots, chasubles, chaussures, etc. J'imagine que tout ça, c'est dans des containers hermétiques de toute façon. Donc même en cas d'attaque nucléaire ou de tsunami, ça restera bien au sec, j'imagine. En tout cas, c'est une bonne idée, hein. C'est le seul truc, tu sais, le mec qui sauve une chose, il met tous ses vieux t-shirts tout ça, dans un coin. Et nous, la famille, hein, laisse tomber, je vais là-bas alors. C'est ça, et dans des millions d'années, tu se retrouveras ça, et les Ouais, gens se c'est ça. diront, bah, ça devait être quelque chose vraiment d'essentiel qui devait aider les gens à survivre, parce que c'est le seul truc qui a été qui a été Ouais, protégé ouais, ici. ouais. Donc, Voilà, c'est ça. Donc, c'est vrai. Mais il y a quelqu'un qui a fait un commentaire qui disait qu'on devrait mettre tous ces maillots dans le musée de feu Louis Nicolin. Je ne sais pas si tu connais Louis Nicolin, personnage haut en couleur, ancien président historique et légendaire du club de football de Montpellier, qui avait ouvert un musée pas loin de chez lui de maillots qu'il a pu collecter tout au long de ses pérégrinations, qu'il a pu acheter, de joueurs qu'il a pu rencontrer, et ça allait du maillot de foot au cyclisme. Enfin, c'était un musée du sport. Et c'était un grand collectionneur et le musée est complètement fou. Il se balade dedans avec une petite voiturette. Enfin, il a des pièces, mais incroyables. Donc, ah bah c'est moi. ça, je savais pas du tout. Par contre, oui, Ah ouais. je vois bien qui c'est, parce qu'il a aussi été propriétaire à un moment du Paris Basket Racing. Donc, je sais qu'il aimait bien le basket, même si je savais que c'était avant tout le foot son truc. Mais non, Mm. non, ça, je savais pas du tout, tu vois. Ouais, ouais, vraiment. Et je pense il devait avoir une collection de maillots de basket aussi de ses idoles. Je crois qu'il y avait des maillots de la Dream Team, trucs comme ça. Donc, ouais, ouais, il mettait un peu de ses sous-sous dans ses addictions, comme nous. Oui, c'est ça, exactement. Écoute, Pierre, quand qu'on a décidé de faire ce sujet, je suis un peu curieux en fait de savoir, quand je t'ai proposé cette thématique, c'est qu'est-ce qui t'est tout de suite passé en tête? À quoi t'as pensé immédiatement quand t'as pensé à March Madness et basket universitaire? Alors, j'ai deux choses. La première, pour être honnête et tout à fait transparent, c'est oh là là là. Tu vois, en me disant, en fait, du gouffre que je peux avoir de connaissances là-dessus, quand j'entends, par exemple, les copains de First Team, quand ils font un quel Ah fac, ouais, tu mais vois, oh, là, tu vois, tu te dis, mais c'est pas possible. Euh, et puis, moi, mon premier souvenir, vraiment, c'est des souvenirs de cassettes vidéo où j'entendais David Stern qui appelait des joueurs avec des noms de fac derrière. Et c'est là en fait, quand tu t'intéresses au principe de la draft, tu t'intéresses à ce qu'il y a derrière. Moi, ma première image de basket universitaire que j'ai, non pas que j'ai pu voir ce match, mais c'était les premières images de basket universitaire que j'ai en tête, c'est la finale de 82 entre North Carolina et Georgetown, bien sûr. Et encore, je dis ça, j'ai une image d'un shoot, parce que j'ai mis je ne sais combien d'années à voir la vraie fin du match où en fait, Georgetown repart avec le ballon après le shoot de Jordan et le meneur s'en pègue la tête complètement, se retourne et donne la balle à James Worthy qui s'était mis en traîneur de l'autre côté, qui faisait limite la carotte prêt à récupérer le ballon et qui, trop content, repart de l'autre côté, grignote un peu l'horloge, met des lancers francs. Donc voilà, mon premier vrai contact avec le basket universitaire, c'est cette image, mais recadrée dans un cadre pro, puisque ça faisait partie de la cassette de Come Fly With Me, je crois, un truc comme ça. moi, écoute, c'est un peu pareil, hein. Je me rappelle plus si c'était.
directement dans le documentaire dont tu parles, dans Come Fly With Me, que je l'ai vu, ou dans, tu vois, un petit sujet sur Canal où ça parlait de Jordan avec George Eddy qui te rappelle, voilà, qui te raconte ce shoot mythique. Moi, c'est un petit peu pareil aussi, hein. J'ai pas du tout la prétention d'avoir la connaissance du basket universitaire que peuvent avoir Erwan ou d'autres, pour des raisons assez simples. C'est que moi, très longtemps, j'avais pas les chaînes en fait qui permettaient C'est de ça. voir les matchs. C'était quand même une vraie galère. Ce fait que moi, j'avais des choses que j'avais lues, beaucoup dans des magazines. Bah, encore une fois, on est obligé de le saluer, mais le travail fait par Georges Eddy, puis l'équipe, c'était pas le seul, mais qui s'occupait du basket sur Canal, qu'on fait beaucoup. Moi, finalement, je pense que les premiers matchs, le vrai premier Final Four que j'ai vu, en me levant la nuit, bah, c'était avec Michigan, quoi. Donc moi, j'en ai C'est pris ça. plein les yeux tout de suite. C'est Fab Five qui m'a tout de suite conquis parce que si vous ne voyez pas un petit peu, enfin, je vous donne un petit peu le contexte. C'était une équipe révolutionnaire dans le sens où c'était 5 freshmen qui étaient titulaires, qu'on marchait sur la NCAA avec une arrogance et un style très haut en couleur. C'était à mes yeux, hein, tu me diras ce que t'en penses, Pierre Armand, mais la première fois que je voyais une équipe hip-hop en fait à l'écran, avec issus de cette culture, Chris Webber, Jalen Rose, voilà toute la clique, et avec un basket forcément hyper spectaculaire, des dunks, Chris Webber qui remontait la balle, Jalen Rose, un meneur de grande taille, etc. Moi, enfin, je suis tombé fan, et puis avec leur première finale, la confrontation avec Duke, équipe incroyable aussi de Duke, Grant Hill, Christian Laettner. Et ce choc en fait entre bah, c'est un peu un choc des cultures. Je sais pas ce que t'en penses, Pierre Armand, on peut le dire peut-être. Ah oui, 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 c'était particulier déjà. Bah, enfin, la manière dont les retransmissions étaient et les journalistes le vendaient, c'est-à-dire cette université Duke, qui est une université très cotée, euh, très blanche, hein, faut dire ce qui est aussi. Et de l'autre côté, c'est une université de Michigan, de Détroit, très, entre guillemets, très ghetto. On ne savait pas encore, parce qu'on a vu dans le documentaire qui suivait, mais ils se faisaient traiter de voyous. Et puis on voyait 5 gars surtout à- auquel tu avais envie de ressembler. Tu n'avais pas envie de ressembler ni à Christian Laettner, ni à Bobby Hurley avec son short trop court et son maillot trop serré. Les autres, ils avaient un swag incroyable, chaussettes noires et tout. Enfin, enfin, vraiment, à cette époque-là, si tu étais pour Duke, soit tu avais de la famille là-bas qui avait été à l'université, soit, C'est ça. soit tu avais des actions, soit, mais ça paraissait improbable. En plus, le basket était un peu, c'était du streetball, alors on l'a su plus tard, pareil, c'était ultra bossé, mais tu as l'impression que tout était, c'était un playground, quoi. Dans l'attitude, puis il jouait fort, c'était un peu violent, sauf que bah, ce jour-là, il se tombe sur un os qui ronge encore. C'est-à-dire que la première mi-temps se passe bien, à peu près bien, ils sont au contact, et derrière, bah, ils se font rouler dessus par, euh, par Duke, par Christian Laettner en particulier, qui est à l'apogée, au summum de son art, et qui gagne clairement sa place pour les Jeux Olympiques, sur ce Final Four-là, au sein de la Dream Team. Ouais, et puis t'as raison, tu parlais du style, il y avait bah, les shorts larges de Michigan, les crânes rasés, les URH aux pieds, enfin nous on hallucinait, on se demandait ce que c'était. C'était Et c'est vrai fou. que je me rappelle que pendant les retransmissions, tu vois, pendant les mi-temps, enfin, c'est le souvenir que j'en ai, tu vois, je serais prêt à mettre ma main à couper, mais il y avait des sujets montés par Canal qui racontaient un petit peu la saison et les saisons précédentes. Et je pense que c'est là aussi que j'ai eu les images, tu vois, des Running Rebels de Larry Johnson avec UNLV, qui avait été champion l'année précédente, que j'ai vu, tu vois, les premières images de Jamal Mashburn, Monster Mash, là, on voyait, je me rappelle, avec Kentucky, tu vois, ça, c'est pas des matchs que j'ai vraiment vus, mais j'ai ces images en tête et je pense que je les ai vus dans des petits sujets qui devaient être balancés pendant le Final Four ou même peut-être aussi pendant la saison NBA sur Canal. Et c'est vrai que ça marquait vachement parce que tu voyais ces ambiances universitaires qui sont folles avec le public, tu sais, qui a des drapeaux, des pancartes dans la salle. Je sais plus quelle est cette salle. Peut-être tu sauras me dire, Pierre Armand, tu sais, pendant la présentation de l'équipe adverse, tout le monde a un journal, en fait. Il n'y a pas un bruit, tout le Oui. monde fait mine de lire son journal dans la salle. Et puis quand c'est autour de l'équipe à domicile, bah, tout le monde jette le journal en l'air, tout ça. Je trouvais ça hyper cool. Et puis un truc qui va peut-être te parler, c'est les maillots, quoi. Enfin, moi, je me rappelle des équipements universitaires qu'on trouvait tous magnifiques, en fait. Je crois que je pourrais troquer à peu près tous les blousons que je peux avoir d'équipe pro
pour les mêmes avec marqué Michigan, Notre-Dame, Saint John. Puis c'est sans fin, Arkansas. Moi, j'ai eu la chance d'aller, quand allé en 92 à la Nouvelle-Orléans, de visiter le campus de Louisiana State University, donc d'où sortait Shaq cette année-là, puisqu'il se présentait à la draft quelques semaines après. Déjà, de voir les infrastructures, un stade de 80 000 places de foot US et tout. Et après, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, nous, c'est le sentiment d'appartenance à son école, qui suit en fait les joueurs, mais aussi les gens qui ont pu, les étudiants, toute leur vie, quoi. Toute leur vie, ils se baladeront même à 70 ans en faisant leur barbecue avec un t-shirt de LSU et jamais de la vie ils porteront d'autres couleurs. Donc, il y a une ambiance très particulière qu'on voit folle dans le basket universitaire qu'on retrouve jamais en NBA après, parce que c'est le seul moment où tu as un côté vraiment supporter, c'est-à-dire c'est à la vie, à la mort pour ta fac, quitte à faire toutes les conneries possibles et inimaginables. On les voit souvent, on a vu il n'y a pas très longtemps, là, entre Michigan et Michigan State, ça a chauffé fort au milieu du terrain, parce qu'il y a des traditions toujours de fin de match, et là, il y a une équipe qui perturbait un petit peu les traditions des autres, ou le fait de planter un drapeau en plein milieu du terrain, tu vois. Donc ça, c'est quelque chose que moi, je n'avais pas anticipé avant de voir le premier Final Four dont tu parles, parce qu'on a vu le même. Mais surtout, moi, ce qui m'avait estomaqué, c'était l'ambiance musicale, c'est-à-dire les fanfares. Ouais. Parce que suivant où étaient les micros, tu avais en permanence. Et bon, et c'est pas, attention, hein, c'est pas la fanfare claquer the big t'entends le ah non 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 là ils sont 70, c'est les mêmes que ceux qui jouaient à Coachella avec Beyoncé. Ces fanfares là, elles sont complètement dingues. Ça joue, faut voir comment, et ils jouent pendant qu'ils regardent le match, donc ils sont surexcités tout en bougeant, les cheerleaders, ces choses là. Ça fait rêver. On a grandi aussi en regardant les Beverly Hills et toutes ces séries-là, et ces blousons des Varsity Team, les cheerleaders, ce truc-là, c'est trop. À l'âge qu'on avait, où justement, quand on avait vu ça, on était en âge de rentrer à l'université, enfin moi en tout cas, c'était une sorte de rêve, et je me disais plus la chance qu'ils ont, eux, que la chance qu'ils ont, les pros, tu vois, c'est marrant, hein. Tout de suite, je me disais, tu vois, ça c'est un rêve presque où tu te dis, tu pourrais vivre ça, c'est pas atteignable au niveau du niveau, mais le vivre au quotidien, quoi, ça doit être dingo. Ouais, et puis le système même du tournoi NCAA avec les éliminations directes, où tu as toujours plus ou moins quand même une espèce d'histoire un peu à la Cendrillon de l'équipe qui devait pas être là et qui est là, un favori qui va se foirer, et puis la pression monstrueuse, monumentale de tout jouer sur un match dans des stades, je m'en rappelle plus, mais des fois c'est dans des... J'en ai vu qui étaient dans les stades de foot, je me demande s'il n'y en a pas un qui était à l'Alamo Dome, là, la salle monstrueuse de San Antonio, etc. Et ça, c'est vrai que... Enfin, pour moi, en tout cas, c'était. J'avais jamais imaginé un truc Non, pareil, quoi. T'as l'impression que c'est la folie en permanence. Et puis, avec le recul un petit peu, la jeunesse, en fait, quand tu remets dans le cadre, tu dis, mais ces mecs-là, ils ont 19 ans, quoi. Tu sais, no offense, hein, mais t'es un gamin, quoi, tu vois, tu joues ces trucs-là comme si c'était leur normalité. T'as tant des choses en termes de comportement qui sont pas possibles, en fait, pour des joueurs aussi jeunes. Finalement, avec le recul, quand on voit, et c'est ce qui était très bien montré dans le documentaire sorti là, sur le Fab Five, c'est la pression, la manière dont tous ces mecs-là ont été pointés du doigt, montrés comme voilà, des voyous, tu en parlais, mais je me rappelle que c'est juste un peu avant, mais je me rappelle que moi, j'ai jamais suivi le tennis de très près, mais que finalement, un mec comme André Agassi était lui aussi montré du doigt en disant, mais c'est quoi, il respecte pas comment dire, les règles de notre sport, c'est n'importe quoi. Ce côté un petit peu, qui est toujours un peu rafraîchissant de voir une jeunesse rebelle qui va un peu contre les règles. Moi, j'étais à fond, quoi. C'était tellement loin de l'image que je me faisais à l'époque, tu vois, du basket en Europe, qui était très fort, hein. Je remets pas du tout en cause, pardon, le niveau du basket européen de l'époque, mais simplement en termes de sex appeal, quand t'es ado, tu prends une gifle monstrueuse, quoi. Oui, 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 et puis surtout, on ne se rendait pas compte, comme tu dis, c'est des gamins qui ont 18 ans, 19 ans, alors ils souvent étaient plus âgés parce qu'ils faisaient plus, ils Oui. poussaient un peu plus leur cursus universitaire qu'aujourd'hui, mais ils jouaient, et c'est là où c'est intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire sur un match, quand on dit on joue sa vie sur un match, c'était vraiment le cas. C'est-à-dire que pour beaucoup, le basket universitaire, donc ils sont
sous les feux des projecteurs, ils sont les stars de leur école depuis qu'ils sont au lycée. Ils sont en université pour certains, vont passer pro, mais énormément, et l'immense, immense majorité ne passera pas pro. Donc pour certains, ça s'arrête du jour au lendemain. Et le basket, c'est fini, c'est-à-dire à part de jouer le dimanche matin avec tes potes ou d'aller faire des compétitions d'été sur Rocker Park ou Westford, c'est fini. C'est-à-dire le basket à haut niveau, c'est terminé. Parce qu'à l'époque, ils n'allaient pas trop jouer en Europe non plus. C'était la NBA ou rien. Aujourd'hui, les championnats européens sont beaucoup plus attractifs pour certains joueurs universitaires. Mais c'était fini. Donc c'est pour ça, moi, je me disais au début, mais pourquoi ils se mettent dans cet état-là, à pleurer, à se rouler par terre, alors qu'ils vont être pros, c'est ça le rêve de leur vie. Mais même pas. Aujourd'hui encore, tu vois, ils sont champions universitaires avant d'être champions NBA souvent. Mais la vraie vie des universitaires, au-delà de ça, c'est celle de toutes les facs qui ne sont pas forcément en Division 1, mais en division inférieure ou en junior college. Et il faut que vous regardiez absolument la Science University sur le basket. Moi, s'il y avait un documentaire qu'il faudrait regarder, le Fab Five, c'est évidemment quelque chose d'extraordinaire, mais c'est une anomalie, c'est une étoile filante, l'histoire du Fab Five. Regardez la Science University pour voir comment vivent réellement les joueurs universitaires. Et c'était avant qu'il y ait les accords passés financiers, où maintenant, ils peuvent se dire, je vais rester. Cooper Flag, il peut se dire, je reste un an de plus. Il gagne de l'argent, il gagne beaucoup d'argent. Donc, ce plaisir de rester à la fac, parce que, attends, ça doit être. Théodore Durohan, il faut qu'on en discute. Être joueur universitaire, genre Cooper Flag, aujourd'hui, sur le campus, ça doit être un délire, mais ça doit être un truc de fou d'aller aux soirées. Enfin, t'es le pape, quoi. T'es le roi du monde. Et c'est pour ça va être si dur d'être rookie soudain, d'arriver. Imagine, il arrive à Washington dans une équipe complètement dysfonctionnelle. Enfin, ça doit être fou de se promener sur un campus quand t'es un sportif de haut niveau comme ça. Donc c'est ça moi je pense que c'est ça qui me faisait le plus rêver, c'est d'imaginer la popularité des gars. Nous on grandissait avec Parker Lewis et Sauvé par le Gong, tu vois. Donc quand on voyait ça, on se disait que c'était trop bien. C'était Will Smith dans Le Prince de Bel-Air fois 20 000. Mais t'as raison sur le choc, en fait. Et encore, tu vois, un mec comme Cooper Flag, finalement, ça sera quand même une star, quelle que soit l'équipe. Mais tu vois, le plus dur, c'est pour le 5e meilleur joueur de l'équipe ou le 12e, parce que effectivement, c'est ce que t'expliques, Pierre Armand, c'est que même pas, c'est pas simplement que certains seront pas pros derrière, c'est que pour certains, en fait, il y aura plus de basket organisé, en fait. Parce qu'aux États-Unis, t'as pas le système de championnat amateur comme on a chez nous, où tu peux jouer de la nationale 1, et donc, ce qui est un championnat déjà semi-professionnel, hein, c'est quasiment, c'est déjà du t'es déjà payé quand tu joues en National 1, mais de la N1 à des niveaux régionaux même ou départementaux où tu peux dire, bon, au moins j'ai un championnat, je joue avec mes potes, je m'éclate. C'est fini, en fait. Derrière, c'est juste... au mieux, il y a une ligue, tu sais, une ligue corpo dans ta boîte. Tu vas jouer contre Microsoft une fois par semaine ou contre je sais pas quoi. Mais sinon, c'est juste du basket loisir, en fait. Et ça, c'est vrai que pour nous, c'est très étonnant, quoi. Oh oui, c'est fou de se dire qu'avec tout le talent qu'il y a, ces gars-là... un exemple, Rob Pelinka. Par exemple, voilà, Rob Pelinka, là, il est ressorti il n'y a pas longtemps, qui faisait partie du Fab Five de Michigan, et quand vous regardez le documentaire, on le voit tenter plus dedans, il fait partie de l'équipe. D'ailleurs, quand les jeunes arrivent, lui, il est déjà en place, et Jalen Rose prend sa place. Hein. Mais voilà, alors c'est un exemple où ils peuvent faire carrière, mais pour la plupart, ouais, c'est le basket de haut niveau, c'est terminé complètement. C'est fou quand même dans un pays comme ça, avec les infrastructures qu'ils ont, le nombre de joueurs qu'ils ont, ils décident pas d'organiser des ligues, des championnats, c'est tout ou rien, quoi. Et ce qui est marrant, c'est que tu vois, moi j'ai le souvenir en fait très vivace encore d'avoir vu, alors je me rappelle plus quelle année c'était précisément, c'était le début des années... Si, je sais, ça devait être 2002, je pense, 2002. Un truc comme ça. La fac de Miami fait le Final Four, et dans cette fac, il y a Mike Miller et il y a Udonis Haslem, qui est un joueur majeur de cette équipe. Donc il joue le Final Four dans des stades pleins, etc. Udonis Haslem pas drafté.
il trouve une place à Chalon dans le championnat Mm. de France. Et moi, je vais à un tournoi. Il y avait un tournoi international à Alfortville, donc une ville de banlieue en région parisienne, qui avait un tournoi international très cool dans la petite salle de National 3 d'Alfortville. Donc, il y a des tribunes, mais je sais pas combien on peut tenir, 200 peut-être. Voilà, s'il y a des gens d'Alfortville, vous m'en voudrez pas si je me trompe sur la capacité de la salle, mais une toute petite salle. Et je me rappelle voir arriver Chalon, donc avec ce mec, Udonis Haslem, qui va jouer contre Kaunas et contre. Il y avait Lasvel, je me rappelle. Et je le vois se faire taffer par les intérieurs lituaniens de Kaunas. Et je me dis, mais lui, il doit pas comprendre ce qui se passe, quoi. 2 mois avant, c'était la star d'une équipe qui jouait C'est dans ça. des salles pleines, bondées. Et là, il se retrouve, quelques mois plus tard, ce qui ressemble même pas à un gymnase de championnat AAU ou de lycée à l'américaine, où déjà là, les infrastructures sont folles, à se faire bosser par des grands lituaniens qui ressemblent à rien, entre guillemets, qui arrivent et qui lui font des moves qu'il a jamais vu de sa vie. Mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête, quoi? Et Denis Aslem, j'en rappelle très bien, et force à lui, parce que derrière, il avait même décidé, pour la petite anecdote, il avait même pas réglé sa montre à l'heure française. Il s'était dit, moi je suis de passage, je vais repartir. Et donc il avait fait une saison avec Chalon. Parmi les jeunes, il y avait Thabo Sefolosha notamment, qui était tout jeune encore, qui était au bout du banc. Et puis derrière, il a réussi à repartir, retourner en Floride et faire la carrière qu'il a faite à Miami. Mais je m'étais vraiment dit, quoi, que le choc culturel et le choc de vie devaient être complètement dingue pour un mec comme ça. Le choc aussi quand fin de match et il appuie sur la douche, ça fait il met la main comme ça et il dit mais jamais elle est chaude la douche. Avec le gardien qui tape, qui dit, ouais, faut sortir dans 2 minutes, hein, parce que je vais couper la lumière là. Oh putain, ça devait être parce qu'il faut voir dans quelles conditions ils sont dans les facs quoi. C'est entre leurs paires de chaussures personnalisées, il faut voir les vestiaires qu'ils ont. Même, je crois, dans les salles NBA, ils n'ont même pas des vestiaires comme ça. Tout est à leur gloire. L'athlète est roi dans les universités. Et moi, je me rappelle, il y avait un autre mot. Alors, Fab Five, ça m'avait fait rêver, mais moi, il y avait un mot un peu barbare qui est un de mes premiers souvenirs de basket universitaire. C'était Faiz Lamajama, Ah, la fameuse faille de Houston. Houston. Il y a un documentaire qui est sorti là-dessus d'ailleurs avec ce fameux trio Michael Young, Hakim Olajuwon avec le A de Hakim et pas le H devant encore et Clyde Drexler et, euh, et cette fameuse fac où ça dunkait dans tous les sens et Georges Eddy racontait ça. On avait l'impression que c'était les Harlem Globetrotters. Donc c'était assez passionnant et allez voir le documentaire sur la fac de Houston. Et une belle histoire puisqu'après Hakim Olajuwon est drafté par les Rockets, Clyde Drexler qui arrive un peu plus tard également. Le bonheur de revenir dans cette salle où ils avaient joué en tant qu'universitaires. Mais c'est vrai que les gars, ils jouent au Garden, ils jouent dans des salles pro, ils jouent même sur des porte-avions. Je sais pas si tu vois ce fameux truc, ce fameux derby entre la Navy et la c'est quoi c'est la Navy et les Marines, je crois, enfin, C'est possible, ouais. l'armée de l'air Mm. et la Navy qui s'arsouillent un petit peu sur un porte-avions. Donc ça, c'est vraiment chouette. Mais c'est vrai que ces ambiances sont folles. Et moi, je me suis surpris aussi à regarder le basket universitaire féminin l'année dernière avec l'arrivée de Caitlin Clark. On était super excités par ces tournois-là, hein. Enfin, moi, en tout cas, cette ambiance universitaire, surtout quand tu sais que c'est, je ne sais pas combien de fois plus suivi que le basket pro, en tout cas aux États-Unis. Les audiences sont complètement dingues sur le tournoi, la March Madness. Et pourtant, toi qui aimes le hip-hop, il faut reconnaître que nous, chaque année, ce qu'on attend, c'est ce foutu film One Shining Moment en fin de tournoi universitaire. À chaque fois, tu as ce film, ce résumé avec tous les buzzer beaters, toutes ces choses-là et l'ambiance assez dingue du tournoi, avec une chanson horrible de vieille pop country US, c'est toujours la même. Mais ce résumé est génial. Et aujourd'hui, on a la chance. Si vous aimez regarder le basket universitaire, il y a une appli. Alors, je ne sais plus si elle existe encore, l'appli ESPN, où on peut prendre un abonnement, je crois, à 5 euros par mois. Et vous pouvez suivre tout le tournoi. Moi, je l'avais pris pour voir jouer Duke avec Zion à l'époque. Et j'avais pas du tout regretté. Enfin, regardez le tournoi. Les week-ends de tournoi, c'est génial. Il y a des buzzer beaters dans tous les sens. Il y a des ambiances folles. Enfin, franchement,
si vous avez la possibilité, abonnez-vous juste pour la March Madness. Après, vous pouvez résilier. Je crois qu'il n'y a pas de durée d'abonnement. C'est vraiment, ça vaut vraiment le coup, quoi, parce que c'est imbattable. Ouais, c'est clair. Moi, c'est vrai que finalement, grâce à Canal, entre guillemets, on pouvait suivre le Final Four. Par contre, moi, encore une fois, on en revient à l'accessibilité. Moi, j'avais pas les chaînes, en fait, qui diffusaient le championnat en lui-même. Et donc, finalement, ma culture, c'est pour ça que ma culture du basket universitaire, elle est un peu fractionnée. Mais au début des années 2000, quand je suis arrivé à la fac, en fait, j'avais des potes dans mon équipe de basket à la fac qui avaient ces chaînes-là. Et donc, on s'échangeait les VHS. Et là, j'ai vu beaucoup plus de joueurs, en fait. Tu vois, je me rappelle avoir vu, par exemple, Tayshaun Prince avec Kentucky. Je me rappelle de Kenyon Martin quand il était encore avec Cincinnati. Je me rappelle de cette équipe incroyable de North Carolina avec Vince Carter et dans laquelle il y avait Julius Peppers. Alors, si vous aimez le football américain, vous devez le connaître par cœur parce que derrière lui, il avait la particularité de jouer au foot et au basket. Et c'est devenu je crois qu'il est même rentré au Hall of Fame de la NFL il y a 1 ou 2 ans. Et donc, il jouait ailier fort avec cette équipe de UNC. C'est là où j'ai vu plus, tu vois, j'ai pu voir plus de joueurs, plus de matchs en dehors du tournoi NCAA. Tu vois, je peux me rappeler aussi de Paul Pierce avec Kansas. Et ça a coïncidé avec le moment où j'ai découvert le magazine Slam, qui était mortel parce qu'il te parlait de lycéens, il te parlait de joueurs universitaires avant même qu'ils arrivent à la fac, avant même qu'ils passent pro, pardon. Et c'est là où j'ai pu... je pense que c'est les années où j'ai vu le plus de matchs, tu vois. C'est probablement au début des années 2000. Je sais pas si toi, tu avais l'opportunité voilà, de voir des matchs ou de suivre un petit peu le championnat en dehors des Final Four. Non, très peu. Très peu, parce que à un moment donné, il y avait une offre qui était ce qu'elle était, et puis il fallait Bah choisir oui. aussi, on pouvait pas tout regarder. Mais j'aurais aimé, moi, voir les légendes démarrer à la fac. Alors, le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils nous vendent tellement En fait, la question, c'est si jamais la NBA, enfin, on pouvait passer directement encore du lycée à la fac, combien irait en pro, combien irait vraiment à la fac? Voilà, c'est ça le truc. Donc, du coup, ce côté un peu romantique du Fab Five où ils perdent en 92, bon, ils reperdent en 93, mais ils reviennent, comme avait fait Florida avec Joakim Noah, comme tu vois, mais parce que pareil, ils pouvaient être draftés très haut, Noah, fin de première année, Bien sûr. encore plus que fin de deuxième. Mais ils veulent revenir, ils veulent faire un doublé, ils veulent continuer de vivre cette aventure entre potes, parce qu'ils n'ont pas envie de se séparer. Je trouve qu'on le retrouve moins peut-être aujourd'hui, où c'est une antichambre de la NBA direct. La preuve, regarde, Cooper Flag a fait ce geste-là, le geste de One More Year sur le banc, et tout le monde est super excité au fait de se dire qu'il va peut-être faire 1 an de plus à la fac. C'est pas pour rien, c'est parce que finalement, on a l'impression que les jeunes jouent tellement leur vie et leur avenir qu'ils jouent différemment. Tu vois, ils calculent plus ça sur l'argent, ils calculent ça sur la rage, sur l'envie de gagner. Ils le disent eux-mêmes. Hein, enfin, un titre NBA, on est 30 équipes au départ. Un titre universitaire, on est combien d'équipes qui démarrent? Donc, t'imagines, même si il y a des favoris, il y a des vainqueurs logiques, c'est pas, il y a peu de surprises. Hein. Quand tu voyais le parcours de Davidson avec Steph Curry, par exemple, ou de Marquette avec Dwayne Wade, ça restait des anomalies. Mais du coup, parce que tu avais des joueurs de génie à l'intérieur. Mais c'est aussi le meilleur moyen. C'est comme si tu regardes Netflix et tu vois tout de suite, tu as Kevin Hart, Bill Burr et tout, ou alors tu regardes une série, une captation d'un comedy club du fin fond de New York, et pour dénicher des nouveaux talents. C'est aussi ça ton kiff, de dénicher des nouveaux joueurs, de te dire lui il va y arriver, lui c'est mon, tu vois, de se dire lui c'est mon gars, j'y ai cru dès le début, je savais qu'il allait être bon. Voilà, donc c'est ça le plaisir aussi quand on aime le basket, c'est de voir évoluer les joueurs qui sont partis gamins pour arriver plus haut. Ben, c'est exactement ça. Et c'est marrant que tu aies cité à la fois Marquette avec Dwayne Wade et Stephen Curry, parce qu'en préparant l'émission, tu vois, je me suis noté un petit peu quels étaient mes grands souvenirs ou les choses qui me venaient en tête directement quand on parle du basket universitaire ou de March Madness. Et ça, c'est parmi les 2 premiers que j'ai notés parce qu'effectivement, Stephen Curry, moi, j'avais vraiment commencé à le suivre dès Davidson et même avant sa saison, pendant sa saison sophomore, je crois. Le moment où on commençait vraiment à entendre parler du fils de Del Curry, qui était un shooter hors norme, commence à mettre des points et tout. Et
je me rappelle vraiment le voir jouer, le voir évoluer aussi, hein, parce que ils ont vraiment travaillé de manière intelligente, je trouve, de manière à pouvoir lui permettre derrière de pouvoir se décaler du poste de meneur à poste de deuxième arrière à celui de meneur, parce on se doutait qu'en NBA, il faudrait qu'il soit capable d'avoir beaucoup la balle en main, et de me dire, mais quel joueur incroyable, on voyait déjà le talent, c'était tellement une belle histoire d'avoir le sentiment de voir quelqu'un qui brillait non pas par les qualités athlétiques, mais vraiment par ses qualités de basketteur pur, d'intelligence, de shoot, de finesse. Et à l'époque, c'est même pas on se demandait si ça deviendrait un jour Hall of Famer, on savait même pas s'il ferait carrière en fait en Bien NBA. sûr. On se disait, moi je me rappelle, je me dis, bon bah, au pire, au pire du pire, c'est pas grave. Nous, on en profitera en Europe parce que ça sera un super joueur d'Euroleague et on le verra. Voilà, il a trop de talent pour pas percer au niveau professionnel malgré tout. Mais on était vraiment, t'es pas sûr qu'il ferait qu'il pourrait se faire une place parce qu'il faisait tellement. Chétif, on ne savait même pas encore qu'il serait fragile en plus physiquement sur ses premières saisons NBA avec ses problèmes de cheville. Mais ça, c'était un kiff. Et Dwayne Wade, voilà, je me rappelle très bien, tu vois, son triple-double dans le tournoi universitaire. Ça, je me rappelle l'avoir vu. C'est quand même une chose qui est assez exceptionnelle, hein, de faire un triple-double à ce stade de la compétition. Mais c'est pareil, en fait. On savait que LeBron serait premier de la draft. On avait entendu parler de ce prospect incroyable serbe que personne n'avait vu jouer, là, qui s'appelait Darko Milicic et qui avait l'air d'être incroyable. Mais derrière, tu vois, Wade, on savait pas que ça serait, on Non. savait pas que ça serait ça. Et je me rappelle même avoir lu, tu vois, des interviews des papiers avant la draft, de Pat Riley, qui était pas sûr de prendre Dwayne Wade. Il cherchait un meneur, il hésitait avec TJ Ford à l'époque, qui était à Texas, si je me trompe pas, mais qui était vraiment tellement petit qu'il se disait, ouais, mais est-ce il est pas trop petit quand même pour pouvoir avoir de l'impact? C'est ça qui est, c'est toujours un petit peu, t'es toujours un petit peu attaché plus à des joueurs, effectivement, quand tu as pu les voir avant qu'ils n'explosent, avant qu'ils deviennent les stars, avant qu'ils soient connus par tout le monde, un peu comme des groupes de musique. J'imagine, toi, ça a dû te Bien le faire sûr. 50 fois, Pierre. Des mecs où tu dis, ah, lui, il y a vraiment du talent, et puis quand ça commence à prendre, tu te dis, t'as un petit côté de fierté, quoi, de te dire, je l'avais vu venir avant tout le monde, quoi. Oui, 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 c'est ça. Mais et pour un Steph Curry où on se dit il est chétif, combien de fois on s'est dit, tu vois, tu parlais de Duke tout à l'heure avec Bobby Hurley. Bon, bah, Bobby Hurley, c'était trop juste. L'autre jour, je suis allé voir un tournoi de 3-3, le tournoi FIBA international. Je vois Jimmer Fredette. Ouais. Jimmer Fredette, il a vécu des trucs en NCAA enfin, que même en pro, des émotions pareilles, il aurait certainement pas vécu. C'était une superstar, tu vois. Euh, la superstar universitaire aux États-Unis, elle est 1000 fois plus importante presque qu'une star pro. Je vais prendre un autre exemple. Johnny Manziel, qui était une star de foot US, mais qui était une superstar. C'est-à-dire, il est passé pro. Tout le monde pensait que c'était le Messi. Bon, bah, il s'avère qu'il était un peu frêle lui aussi, mais il surdominait en, en, en universitaire. Et c'est là que tu te rends compte la difficulté. Parce qu'en pro, après, c'était plus pareil. C'est-à-dire, les impacts n'étaient plus les mêmes. Tout était différent. Le rythme de travail, les attentes. Et pourtant, quand tu te dis, tu rentres dans ces stades universitaires où tu as 90 000, 100 000 personnes qui t'attendent chaque semaine et tu joues ta vie sur un match, c'est pour ça que ça me fait marrer les joueurs pros là. Il faut voir, moi j'y comprends rien à leur classement de Big East, pas Big East, à leur conférence et tout. Après il y a un tournoi et après ils arrivent donc dans la March Madness et tu as le tournoi final. Et après les mêmes mecs 2 ans après disent la NBA Cup, je comprends rien. Excusez-moi, excusez-moi, play-in tournament, je ne comprends pas. C'est quoi? Et ça veut dire quoi, Final Four? Alors que toute leur vie ils ont été destinés à ce truc-là, tu vois. Donc, Et en plus, dans le classement NCAA, il y a une partie qui est même pas, qui est assez subjective en fait, même dans la manière dont les équipes sont classées au bout du compte. C'est pas uniquement sur les victoires-défaites, donc c'est encore plus compliqué à comprendre, quoi. le ranking est fou, le ranking Le des ranking. joueurs est fou, le joueur qui est numéro un national, comment tu classes national, enfin tu les vois en plus, ils regardent ça dans le truc sur le Fab Four, Fab Five, tu les vois avec le nom de Michigan qui remonte au classement, qui remonte, et puis finalement tu vois, lui il est premier avec 11-1 et l'autre il est quatrième à 12-0, je comprends rien du tout comment ils font ça souvent, donc voilà, mais l'avantage, c'est que même si tu prends le truc au début de la match Madness, c'est-à-dire au début du tournoi final, t'es pas obligé d'avoir suivi la saison régulière, tu peux le prendre comme ça Oui. déjà.
il y a des petits poussés, il y a des surprises, ça part dans tous les sens. Bon, après, faut être honnête, il y a énormément de blowout, il y en a beaucoup aussi, mais il y a des... Et puis souvent, ce qui est marrant, c'est de voir les salles, tu sais, qui... Donc, tu as un premier match, et puis 2 heures après, tu as un autre match dans la même salle, le temps que ça se vide, que ça se remplisse. C'est vraiment, ils sont particuliers. Je me rappelle avoir été à New York en pleine March Madness où il y avait, je ne sais plus quelle partie du tournoi qui était au Garden. C'était l'ambiance dans la ville, c'était incroyable. Les groupes de... Là, tu voyais vraiment pour la première fois des vrais groupes de supporters et pas des fans. Pas, tu vois, des soirs de match, tu vois plein de gens habillés avec les couleurs des Knicks, des Rangers. Mais c'est des... Ils viennent supporter leur ville. Mais là, c'est à la mort, quoi. Tu vois, les gars, c'est limite, tu sais, quand ils se croisent entre facs pour peu qu'il y ait une rivalité. Moi, Michigan State, là, je suis pas certain que je vais. J'irai, moi, chercher le drapeau dans la fraternité où ils l'ont Ah oui, planqué. c'est clair. Ouais, Donc, c'est clair. Ce qui est marrant aussi, c'est que même nous, tu vois, où on est finalement loin, il y a aussi ce côté de... Des fois, il y a des joueurs qui vont être tes chouchous parce que tu les as vus un peu à la fac, et même si ça ne devient pas des stars, tu vas toujours être pour eux. Moi, je me rappelle notamment, tu vois, les 2 joueurs comme ça qui m'ont un petit peu marqué. Il y avait Mike Dunleavy Jr. à Duke, que je trouvais super fort, quoi, ailier, polyvalent, bien plus athlétique qu'il n'en avait l'air. Alors, il a fait une carrière très honnête, hein, en NBA, c'était un bon joueur, mais c'est vrai que du coup, tu vois, j'avais gardé un petit soft spot, comme on dit, pour ce mec-là. Et il y en a un autre, j'ai eu l'occasion, il y a les phases finales 2013, je les ai suivies d'un peu plus près parce que j'avais eu la chance, on m'avait donné l'opportunité de commenter des matchs universitaires pour la chaîne L'équipe avec le journaliste Stéphane Garabed. Et du coup, je m'étais vraiment plongé là-dedans. C'est la seule fois que j'ai fait ça, d'ailleurs, j'ai kiffé. Et c'est l'année où Michigan est retourné en finale avec notamment Trey Burke. Et je sais pas si ça te parlera, mais ils avaient une équipe vraiment sympa avec des joueurs qui ont plutôt été des busts, que ce soit Nick Stauskas, que ce soit Mitch McGary, etc. Mais j'avais adoré Trey Burke, qui avait des petits côtés d'Alan Iverson, avec un talent, en talent extra small certainement, mais voilà, du coup après je le suivais un petit peu d'équipe en équipe, en me disant j'aimerais bien qu'il se fasse une place. Donc c'est aussi marrant ce côté un petit peu, comment dire. De toute façon, avec le sport, tout est un peu irrationnel, mais où tu vas avoir des chouchous, des affinités pour certaines écoles ou pour certains joueurs qui vont te suivre, quoi. oui, oui, et puis après, ça peut être une malédiction, hein. Regarde, Christian Laettner qui était si dominant, et pourtant, en NBA, il a une carrière, somme toute, complètement banale, qui est pas, qui y a pas à rougir, hein, du tout, hein, mais bon, je saurais pas te dire pour moi quel a été le meilleur Christian Laettner entre Atlanta, je crois qu'il a joué à Minnesota, mais je saurais pas trop te dire lequel était le meilleur. Mais c'est vrai que enfin, les émotions du tournoi, et encore une fois, les émotions du tournoi féminin, l'année dernière, on a Ah pu oui. voir un tournoi entre Angel Reese, Caitlin Clark, Camila Cardoso, tous ces personnages qu'on suit aujourd'hui en NBA. Et c'est là où c'est le génie du storytelling, c'est-à-dire que le storytelling, il démarre quand tu as 13 ans presque. Voilà, LeBron, son storytelling, il démarre quand il a 11 ans et il l'amène jusqu'à aujourd'hui. Ouais. C'est fascinant. Et l'an dernier, parce que tu en parlais, le Final Four, des garçons, qui est d'habitude, si je ne me trompe pas, la deuxième plus grosse audience pour le sport derrière le Super Bowl, et l'an dernier, qui a été éclipsé par le tournoi féminin, parce qu'effectivement, avec le parcours d'Iowa et de Caitlin Clark qui a été jusqu'en finale, les audiences du Final Four féminin ont éclipsé largement celles des garçons. C'est vrai que les matchs étaient plus sympas, hein. Pour le coup, j'avais tout regardé là. Enfin, pour le Final Four, chez les garçons, chez les filles, les matchs étaient vraiment plus sympas chez les filles que chez les garçons. Notamment, si je me trompe pas, ouais, c'est bien ça. Il y avait eu Yukon Iowa en demi-finale, si je me trompe pas, avec Paige Bakers face à Caitlin Clark. Donc il y avait plein de trucs à suivre, et c'est impressionnant d'ailleurs de voir que même si Caitlin Clark et tout le projecteur qu'elle avait sur elle s'est transposé à la WNBA, qui a vraiment profité d'une exposition sans pareil pour sa saison rookie, et c'est parti pour continuer. Mais je vois que malgré tout, c'est pas retombé sur le basket universitaire féminin, qui continue, je trouve, de prendre beaucoup plus de lumière que par le passé. Nous, en plus, on a eu de la chance avec Shai, on en avait parlé, mais il y avait des matchs qui se sont joués, des matchs le premier match de la saison, certains qui se sont joués à Paris, on avait pu y aller, donc on avait pu voir UCLA, on avait pu voir avec
USC avec Juju Atkins et on le voit sur les réseaux sociaux. Je trouve que le basket féminin, que ça soit chez les pros mais aussi chez les universitaires, bénéficie maintenant de beaucoup plus d'exposition que par le passé. Oui, ça se voit, ne serait-ce que alors, même dans les grandes universités, le programme féminin qui était toujours en deçà maintenant est vachement mis en avant. Tu vois, dans certaines grandes facs très connues, par exemple UNC, c'est autant les femmes que les hommes qui présentent les équipements, qui sont mis en avant par la fac et qui bénéficient des mêmes infrastructures et des mêmes organisations. Donc c'est plutôt une bonne chose. Mais vraiment, alors moi je sais pas ce que tu en penses, mais le basket universitaire, il redéfinit la notion de buzzer beater, dans le sens où il n'y a pas un buzzer beater qui est OK, c'est cool, bon, c'est un match de plus, et puis bon, bah, de toute façon, oui, tu rejoues demain, mais tu passes un tour à chaque fois, tu vois, c'est l'équivalent de mettre un but à la dernière seconde de chaque tour de Coupe de France ou de Ligue des Champions que tu peux faire. Enfin, l'émotion, du buzzer beater NCAA, je trouve que regarder des compilations de buzzer beater NCAA, enfin, c'est fou. Là. Je vois à chaque fois voir les bancs jaillir, les adversaires se tomber par terre de désespoir. Parce que là, tu te dis, je rejoue dans un an. Quoi. C'est un peu le buzzer beater de Kawhi quand tu voyais la réaction de Joel Embiid qui dit bah, c'est fini. Quoi. Ouais. La saison est finie, tout ça pour ça. Donc, vraiment, les matchs à élimination directe, vous pourrez dire ce que vous voulez. Ok, c'est un kiff de dire c'est meilleur en 7. Ça nous en donne plus à regarder. Mais c'est pas la même émotion. Moi, je suis désolé. Ça n'a rien à voir. Mais peut-être parce que nous, on est rompu à ce truc-là avec le football, avec ces compétitions internationales, surtout avec les Coupes du Monde, quel que soit le sport, avec les jeux, mais ces trucs en 7 matchs, etc., où tu peux te dire, bon, on verra la suite demain, où tu mènes 2-0, c'est pas grave si on en perd un. Là, tu n'as pas le droit, tu peux pas perdre. Tu peux pas, sinon, c'est foutu. Oui, et parfois, c'est ce qui est aussi sympa par rapport à la NBA, c'est que ces shoot au buzzer dont tu parles, c'est des mecs qui derrière sont pas des stars en fait. Et moi, il y en a Oui, deux, tu vois, que j'avais noté, notamment, voilà, il y avait Mario Chalmers avec Kansas en finale face à Memphis, au Memphis de Derrick Rose, qui, si je me trompe pas, avait réalisé. Je me demande si j'ai pas vérifié, alors m'en voulez pas si je me trompe. Ils avaient réalisé une saison parfaite où ils avaient peut-être qu'une seule défaite sur toute la saison. Avec Derrick Rose, on savait déjà que c'était probablement le futur numéro 1 de la draft. Et c'est Mario Chalmers qui vient arracher une prolongation. Derrière, c'est Kansas qui l'emporte. Et l'autre, c'est un joueur qui est qui est encore moins connu que Mario Chalmers. C'est Chris Jenkins de Villanova. Alors, c'était en 2016, je me rappelais plus quelle année c'était. Donc, je suis allé vérifier face à UNC, qui met un buzzer beater à 3 points pour donner le titre, tout simplement, à Villanova. Et tu vois, un mec comme Chris Jenkins, je crois qu'il était junior et qu'il est revenu pour sa saison senior, mais je sais même pas s'il est passé pro quelque part au bout du compte. Et il est pour toujours dans l'histoire de son université et c'est quelque chose, voilà, que il aura jamais plus l'opportunité de revivre, et en même temps il est dans les mémoires de tout un tas de gens. C'est assez incroyable, quoi. oh, puis ça se joue à rien parce que c'est le principe de ces finales sur un match. Parce qu'avant, je sais pas si tu te rappelles, il y a un shoot à 3 points, je sais plus qui le met, c'est Cam Johnson peut-être, je sais plus qui met ça, euh, pour, Oui, pour, oui, oui, pour pour égaliser égaliser, ouais. en déséquilibre, alors qu'il va être contré. Donc cette émotion-là, les autres remettent en jeu et c'était un shoot au buzzer avec tous les confettis qui tombent d'un coup, alors que d'habitude, enfin, c'est un tourbillon, quoi. Même, tu avais Jordan dans la tribune, parce que c'est ça aussi, quand les universités sont là, tous les anciens sont présents. Ouais. Tous les anciens sont présents, et là, je crois pas. Alors, tu me diras, les numéros sont retirés aussi à la fac? Je sais pas s'ils Pas que sont je retirés. sache, hein, je crois pas, non. Non, je Je crois. sais pas si les numéros Je sont suis pas retirés. sûr. Ouais. Donc, bon, on vérifiera. Dites-nous dans les commentaires ce qu'il en est, mais voilà, moi je trouve ça. Alors après, il y a peut-être des joueurs qui osent plus porter certains numéros, mais regarde, par exemple, un gars comme The Morning, il a porté le 33 à Georgetown et il n'avait pas peur de le faire, hein. Il y Je suis allait pas sûr que quelqu'un derrière. ait reporté le 23 à North Carolina, par contre, par exemple. C'est pas dit, ouais, ouais, c'est pas dit. Ouais. Bon. Ah, bon, c'est ouais, c'est sûr. Mais voilà, moi ce qui me fascine, c'est l'énergie qui est là. Et encore une fois, c'est vrai que c'est dommage, on ne regarde pas assez, mais il y a des matchs universitaires qui sont diffusés sur les chaînes comme beIN, notamment.
mais Ouais, je m'y tiens pas assez et j'aimerais beaucoup parce que finalement, quand ça t'intéresse, c'est là où tu as raison. C'est un petit peu l'underground au départ, et puis tu vois les joueurs passer dans le mainstream plus tard. Et je comprends que beaucoup de gens se désintéressent du côté pro après, puisque alors là, ça va être différent certainement avec le fait que les joueurs universitaires soient rémunérés maintenant sur leur image. À voir comment ça évoluera dans la suite, mais de voir des gars qui se disent il faut que j'y arrive parce que bah, à la fin de l'année, c'est Parcoursup, quoi. C'est-à-dire, c'est la draft. Et la draft, c'est Parcoursup pour eux, tu vois. Ni plus ni ouais. moins que ça. Ça, ils s'inscrivent et en espérant être pris. Donc là, maintenant, ils capitalisent. Certains gagnent énormément d'argent. Il y a une jeune athlète, Livy Dune, qui est à LSU, qui est une gymnaste, qui, entre Instagram et donc le programme de rémunération, enfin, gagne beaucoup plus d'argent qu'elle ne gagnerait en tant que gymnaste professionnelle. Donc c'est tout ça et tant mieux pour eux, tant mieux pour eux. Il y a toute une partie dans le Fab Five un peu nébuleuse sur les histoires avec Chris Weber et le fait qu'on puisse même pas leur offrir une pizza ou qu'on puisse, Ouais, alors ouais. que ils se baladent dans la rue et dans tous les magasins il y a un maillot avec leur nom dessus et que les gens lâchent un maximum d'argent. La NCAA c'est une saloperie ultime hein, par le CIO. On est Je, d'accord. à part le CIO, je pense que c'est une entreprise de démolition des jeunes pour de l'argent qui est à l'image du système américain. Hein. C'est profiter de la notoriété et du sport. Mais c'est une abomination, la NCAA, hein, à tout niveau, hein, dans tous les sports. Mais c'est vrai que c'est plus difficile quand même, en tout cas pour les garçons, de se passionner parce que tu sais que les plus grandes stars, c'est ce que tu disais un petit peu en ouverture, c'est que de toute façon, elles vont rester un an. Cooper Flag, il peut dire ce qu'il veut. En juin, son nom sera appelé en premier et il aura une casquette NBA sur la tête. Donc c'est aussi plus dur parce que tu dis, bon, bah, est-ce que ça vaut vraiment le coup? De toute façon, cette équipe, elle va jouer quoi? Elle va jouer 5 mois ensemble et puis après, c'est fini, les stars elles seront parties. C'est pour ça que j'avais une équipe que j'avais vraiment beaucoup aimé, c'était Villanova avec le coach Jay Wright, parce que j'avais trouvé que le positionnement était très malin, en fait, de se dire, bon, bah, de toute façon, nous, on va pas pouvoir, on n'est pas Duke, on n'est pas Kentucky, on va pas pouvoir aller chercher les mecs qui vont rester qu'un an, on va viser les mecs qui vont être obligés de rester au moins 2 ans, Mm. en leur disant, on va te faire progresser et on va vous permettre, au bout de la deuxième année, de pouvoir être des prospects intéressants. Et longtemps, c'était assez marquant. Hein. Les mecs qui passaient par Villanova, ça faisait tout le temps des joueurs pros qui étaient bons, efficaces. Les Jalen Bronson, DiVincenzo, Josh Hart, Michael Bridges, tous ces mecs-là passaient par Villanova qui ont eu une formation vraiment très de qualité, en fait, et avec un style de jeu aussi qui leur permettrait de que ce qu'ils faisaient à la fac puisse être transposé à la NBA. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est UConn avec Dan Hurley qui a un petit peu repris le flambeau. Mais ces aspects-là restent intéressants. Parmi les coachs, voilà, qui sont pas simplement là pour faire, comment dire, rester sur profiter de leur propre carrière, faire jouer des systèmes à n'en plus finir. Un truc qui est insupportable quand même quand on regarde le basket universitaire, c'est le chrono, quoi. 30 secondes pour attaquer. C'est un truc de fou. On se le disait avec Shai, là, avec les matchs des filles en début d'année à Paris. Tu dis, il y a plusieurs possessions en fonction des équipes où les 12 premières secondes de possession ne servent à rien, en fait. Ah ouais, ça. Il y a des fausses actions, on porte la balle, on parle avec le coach pour savoir ce qu'on va appeler. C'est insupportable. Et là, je comprends pas que la NCAA bouge pas là-dessus pour moderniser un petit peu le jeu. Parce que je pense que ça va aussi à l'encontre de l'intérêt qu'on peut trouver à regarder les matchs universitaires. Mais faut comprendre aussi que alors c'est pas une ligue, mais les coachs qui sont rois hein, en NCAA. Il y a aussi ça. Hein. C'est une ligue de coachs. Hein. C'est eux qui sont les mieux payés. Ils gagnent des fortunes encore plus qu'en NBA. Donc, ils font la pluie et le beau temps. Hein. Cette histoire de programme. C'est vrai que les grandes facs veulent attirer les plus grands joueurs. Alors, pour John Thompson à Georgetown qui vient de chercher en me disant, moi, ce que je vais t'offrir, pas du temps de jeu, c'est pas la NBA, c'est un diplôme dans une grande université. Les autres, ils en ont même rien à secouer, qu'ils doivent avoir des passes droits incroyables pour pouvoir jouer. Et c'est à la limite, tu vois, je suis même pas sûr que Duke, si Cooper Flag dit moi je reste, alors oui, ça leur rapporte de l'argent, mais limite à dire, t'es sûr, est-ce qu'ils se posent pas la question de se dire, nous on préfère avoir un certain nombre de numéros 1 de draft que le fait que tu puisses te péter et descendre à la 9e, 10e place, quoi. Eux, il y a une bagarre, je pense,
au ranking. Ça, c'est une certitude. Mais nous, on ne se rend pas compte, en fait. Pour nous, l'université, c'est trop bien. On a envie d'y rester 4 ans, de faire ça pendant 4 ans. Mais eux, pour la plupart de ces gamins, ils viennent de conditions très compliquées. On ne peut pas leur en vouloir de vouloir aller gagner des Bien sûr, millions au bout d'un an, de mais bien dire sûr. mettre leur famille à l'abri, se mettre eux à l'abri. C'est impossible. Il y a trop d'investissement qui a été fait, de sacrifices pour ça. Alors, à voir dans quelques années ce système de rémunération des joueurs, si ça va changer quelque chose. Mais c'est pour ça que je te dis, il y a pour beaucoup, est-ce que l'université a encore un intérêt, si ce n'est une obligation finalement? C'est comme genre, je suis obligé de faire 1 an de service militaire à l'époque pour pouvoir intégrer ça. S'il y avait, on leur disait, mais allez-y, pas besoin d'aller à l'université, vous pouvez aller à NBA à 18 ans, mais combien le ferait? Mm. Combien le ferait s'ils étaient draftés? Je crois pas qu'ils se disent, non, non, moi je vais aller, parce que ça c'est nos trucs d'Européens, de dire, va te développer, va apprendre un jeu, organiser des systèmes, parce que. Mais ça, c'est notre école à nous. C'est notre Mais école. même pour nous, finalement, tu vois, pour nos prospects à nous, alors je sais bien, souvent on se lamente en se disant, mais il est parti trop tôt, il aurait dû rester, etc. Mais si tu peux être pris dans le top 10 de la draft, bien sûr que tu pars, en fait. Bien sûr, ça Exactement. reste quand même le chemin le plus court pour faire une carrière au très haut niveau longue. La question pour nous, c'est si tu joues pas, à quel moment tu te dis, il faut que je prenne une autre voie pour quand même maximiser ma carrière. Mais si tu peux être pris dans les 10 premiers, bien sûr que tu pars. Personne dit non. Les sommes sont tellement dingues. Les sommes sont hallucinantes et elles continuent de grimper. Donc, je vois pas comment tu pourrais reprocher à quelqu'un d'être parti pour jouer dans la meilleure ligue du monde en devenant millionnaire du jour au lendemain, plutôt que de rester dans son club en Europe ou dans sa fac. C'est bien sûr qu'ils partent. Oui, mais c'est un échec, mais quand on voit aujourd'hui des gars comme Théo Malédon qui reviennent et Mm. qui s'éclatent, regarde, est-ce que tu as déjà vu aussi heureux Evan Fournier que depuis quelques mois? Est-ce que ça va donner justement des envies? Alors, évidemment qu'il y a des scouts de clubs européens qui vont voir les matchs universitaires, qui essayent de récupérer des joueurs, mais les gens, ils n'ont pas envie. Ils veulent pas aller en Europe. C'est comme ça, ils vivent aux États-Unis. À aucun moment, ils disent déjà aller au Canada, c'est l'enfer. Donc, imagine, tu leur dis, tu vas aller en Lituanie. Donc, c'est impossible. Ils vont être malheureux. Regarde, Iverson, quand il est arrivé en Ouais. Turquie, enfin, j'ose même pas imaginer le jour, il a regardé par la fenêtre de son hôtel, tu vois, il a dû se dire, mais qu'est-ce que je fais là? À tort, parce que je pense il a été accueilli comme le Messie sur place, il n'a pas eu envie, mais ce serait bien que les joueurs universitaires, ça, faut être honnête, ça relèverait peut-être le niveau dans certains clubs, ou pas, parce que les gars arrivent quand même coachés. Tu récupères un JJ Redick qui n'aurait pas pu aller en NBA, tu le récupérais en championnat de France, Ah bah oui. il aurait Non taffé. mais Hein. bien sûr, et d'ailleurs il y a des joueurs qui ont fait... En fait, ce qui est intéressant de voir maintenant, je trouve, c'est qu'on se rend compte que les passerelles et les allers-retours sont plus faisables que par le passé. Voilà. C'est ça. Et en même temps, il y a certains joueurs, tu vois, qui ont compris quand même. Tu vois, un mec comme Kendrick Nunn, pardon, qui fait une super belle carrière en Europe, là, il voit aussi le statut qu'est le sien. Il voit que bah, finalement, même financièrement, quand si t'es dans un très très gros club, alors je dis pas que c'est la même chose que la NBA, mais c'est pas forcément si loin. Là, tu peux être la star au lieu d'être un joueur de rotation. Il y a des joueurs qui s'y retrouvent très bien et des joueurs tu vois, un mec comme Trajan Langdon qui a fait une très belle carrière en Europe, finalement, il a réussi à repartir en NBA, pas forcément en tant que joueur, mais maintenant il est GM ou il est président des opérations basket, je sais plus quel est son poste exactement. Mais voilà, il y a toutes ces choses-là qui sont faisables, qui sont possibles. Il y a quand même aussi le fait que même si chaque championnat a ses spécificités, on se pose plus la question de savoir si un joueur qui est très fort en Europe a le niveau pour jouer en NBA. C'est vraiment une question de fit en fait. C'est plus forcément une question de niveau, c'est une question de fit. Donc tout ça, je trouve ça intéressant par contre. Mais est-ce que toi, quand tu rencontres un joueur parfois qui te dit, moi j'ai joué à l'université américaine, est-ce que tu es impressionné? Euh, Oui et non, oui. Il y a à l'époque du Fab Five, Bah oui. genre, moi, c'était très impressionnant. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose qui t'impressionne? Par exemple, quand on entend, on a un exemple très concret. Le comte de Boudherbala, l'humoriste qui a donc joué en université, qui avait un rôle en sortie de banc en tant que meneur, une expérience assez poussée. Lui, il a décidé de faire autre chose après.
Mais ça reste quand même une ligne sur ton CV Bien sûr. qui est quelque Non, chose, non, bien quoi. sûr. Bien sûr. Mais maintenant, je pense qu'on nous, on sait bien que ça veut pas dire que tu vas être un joueur pro ou Ah oui, un joueur au pro au plus haut niveau, en fait. Ça on en a bien conscience maintenant. Euh, Donc je pense que c'est ça la différence par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. On s'imaginait qu'effectivement tous les mecs allaient être en NBA et seraient All-Star 2 ans plus tard. Tu vois, en gros c'était un petit peu ça. Mais bon, mm, c'était parce on était des c'est gamins. ça. Tu vois, c'était déjà pas le cas. C'était déjà pas le cas bien entendu. On en parlait la semaine dernière, Pierre, avec le fameux match face à la Dream Team où Jamal Mashburn il se demande au bout d'un moment, mais est-ce que je vais vraiment même pouvoir faire carrière au plus haut niveau en voyant un petit peu le gap qu'il pouvait y avoir face à. Alors pour le coup c'était l'élite de l'élite de l'élite. C'était même pas simplement des joueurs NBA. Mais ouais, voilà, ça a un peu changé, quoi. Ouais, essayez de suivre le tournoi là, qui démarre. De toute façon, on vous tient au courant un peu de ce qui se passe sur le site de Basket Session. Toujours, on essaye de vous tenir au courant là-dessus. Mais c'est vrai que le truc, c'est cette histoire de mock draft, c'est un taf à part entière d'être journaliste de basket universitaire, parce qu'il y a tellement de joueurs, de matchs, d'équipes à couvrir, d'événements à voir, dans les classements, ce qui évolue, les drafts, ce qui va pas. C'est euh, c'est c'est tentaculaire. Voilà, moi, la seule chose qui fait que je m'intéresse beaucoup à la NCAA, mais que je n'arrive pas à m'y plonger, c'est que c'est tentaculaire. C'est comme quand tu es devant Netflix à un moment où tu te dis, mais qu'est-ce que je vais regarder, quoi. Le soir, et d'un coup, tu commences à 9h, et à 10h, tu dis, ouais, tant pis, je ne peux pas trouver, on va faire autre chose, on va lire un bouquin. Mais c'est tentaculaire quand tu as tous les matchs à regarder. Tu as tendance à vouloir regarder les plus grosses, à vouloir voir Duke et tout, mais c'est une erreur. Il vaut mieux aller regarder peut-être en effet un Villanova, alors je dis n'importe quoi, vous allez me tomber dessus en disant, mais ils sont pas à la même conférence, mais je sais pas, un Syracuse Villanova, voilà, que que de voir tout le temps les grosses équipes, mais on a envie de Mm. le faire quand on n'est pas spécialiste, on Ouais, a bien envie d'y sûr, aller. bien sûr. Moi, je peux te dire que pour le coup, ma fille s'était mis comme challenge de voir tous les matchs de UConn cette saison, et je crois qu'elle y est quasiment arrivée en les retrouvant sur YouTube légèrement différés ou ce genre de choses, et il y a même certains qu'elle a regardé en direct. Donc c'est faisable si tu veux suivre une seule équipe. Par contre, effectivement, si tu veux avoir un coup d'œil général sur tout ce qui se passe, faut vraiment être voilà, avoir du temps à y consacrer. Mais chez nous, c'est ouais, Shai et Antoine sont pas mal là-dessus quand même pour garder un œil sur ce qui se passe sur la NCAA. Juste, je vous étonnez pas si dans quoi, 10-15 ans, vous voyez une Homer dans le roster des Yukon, même dans les bureaux, parce qu'il y en a une qui a une ambition, qui a bien décidé de pousser quelques portes pour aller là-bas, quoi. C'est ça, exactement, exactement. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais aborder sur ce sujet-là, Pierre? Non, je pense qu'on pourra reparler peut-être de la Ouais, fin du tournoi, mais je pense que rien ne porte mieux son nom que cette folie de mars. Ce bracket qui est explosé, c'est toujours ce qui est marrant. Après le premier week-end, tout vole en éclats, ce qui prouve que rien n'est prévisible. Et c'est ce qui est purement génial dans ça, c'est le côté imprévisible de ce tournoi et de voir encore une fois des jeunes joueurs ou joueuses jouer un des moments certainement les plus importants de leur vie sportive. Donc, c'est toujours assez émouvant de voir ça. Et c'est ce qui montre dans leur vidéo One Shining Moment, c'est les émotions. C'est même pas l'histoire de qui gagne pas. C'est de voir les émotions de gamins de 18 ans, 19, rarement 20. Mais, mais voilà. Heureusement, parfois, parce qu'on se dit, imagine certains joueurs avec un vrai cursus, une vraie formation de 4 ans, ça pourrait faire encore plus peur que quand ils arrivent à 19 ans avec des monstres physiques. Donc, voilà, à voir. Mais le jour où ils diront c'est le one and done, c'est fini, maintenant c'est 2 ans au minimum, je pense qu'on aura des niveaux encore plus importants en NBA parce qu'on aura des joueurs qui seront bien plus aboutis, bien plus coachables et bien plus aboutis sur des prises de système et sur du basketball vraiment organisé, quoi. c'est bien. Même s'ils n'ont pas Ouais. 82 matchs par an, hein, mais ils en ont beaucoup moins, justement. Quand même, ils en ont 2 fois 30 sur 2 ans. Ça vaut toute la formation du monde. C'est clair. Tu veux qu'on passe sur nos rubriques habituelles? Alors, Allez, qu'est-ce que tu as écouté? Qu'est-ce que on tu as y va. écouté de beau cette semaine? C'est quoi ton coup de cœur musical? Alors, mon coup de cœur musical, il vient d'un chanteur qui vient d'une formation qui s'appelle Form. Cette formation, Form, qui est signée sur le label français Nowadays Record, le label de la fine équipe, qu'on salue d'ailleurs. Et Form, donc, qui est une musique de groupe
pas vraiment black music, mais électronique, expérimentale, trip-hop, lo-fi un petit peu, d'un niveau exceptionnel, et avec un chanteur qui s'appelle Haussmann, qui est à la tête de ce groupe. Haussmann, franco-libanais, très engagé dans l'humanitaire, etc. Et qui a une voix nulle autre pareille, qui s'est mis à la guitare il n'y a pas longtemps et qui fait maintenant des concerts en solo, des premières parties d'artistes assez renommés. Il vient de sortir son nouveau single, extrait de son futur EP, qui s'appelle Miles Away. C'est le genre de morceau qu'on s'écoute le soir tranquillement. Il ne faut pas de bruit autour, il faut juste le casque. Voilà. Je vous laisse ensuite juste le fait de me dire combien de centimètres de poils se sont levés en écoutant pour pouvoir déterminer votre pilosité à l'écoute de ce morceau qui s'appelle Miles Away. C'est une merveille dans l'écriture, c'est intelligemment construit, c'est merveilleusement chanté. Voilà, c'est ma claque de la semaine. Haussmann, Haussmane, Miles Away. Et en plus, la pochette du single est Eh ben, magnifique. écoute, c'est noté. Moi, je vais aller découvrir ça dès qu'on aura terminé cette émission. Moi, je suis parti. Alors, c'est pas juste un morceau, c'est plusieurs morceaux. On en parlait un petit peu quand on s'est vu chez toi, Pierre Armand. On parlait des Anglais. Moi, je les trouve trop forts, les Anglais, parce qu'ils ont chaque fois des styles de musique qui n'appartiennent qu'à eux. Et ils vont être à 2000% dedans, Ouais. même s'ils en ont rien à foutre, si le reste du monde s'en contre-fout. Et moi, en fait, il y a un groupe que j'ai toujours connu de nom, mais à côté duquel j'étais passé. C'est un groupe qui s'appelle Loose Ends, un groupe des années 80-90. Parce que j'ai un gros problème moi, avec la musique des années 80, c'est que j'ai souvent eu un problème avec le son en lui-même. Voilà, que je trouve très. C'est du vrai travail de studio, mais il y a déjà beaucoup d'instruments. Comment dire, de synthétiseurs, etc. Donc j'ai souvent eu un problème avec le son, et maintenant avec l'âge j'arrive à mieux apprécier ça. Et donc ce groupe Loose Ends, qui est un groupe en gros de, je sais même pas comment on pourrait le qualifier, de new soul, de néo soul avant la néo soul, voilà, c'est un peu New Jack Swing parfois, mais c'est vraiment mortel. Et en fait je suis tombé sur plusieurs titres, je vous en donne deux, et puis surtout le troisième, donc un qui s'appelle Don't You Ever, un autre qui s'appelle Love Controversy Part 1, et celui que j'ai choisi de mettre en avant, c'est un morceau qui s'appelle A Little Spice, parce que je suis tombé sur un remix dont j'avais jamais entendu parler, un remix signé Gangstar, avec deux couplets de Gourou et une intro, une outro signée DJ Premier. En gros, ils ont pris le morceau normal, et sur l'intro et sur la outro, ils ont rajouté un petit peu de Gangstar, et ben, j'ai kiffé. Voilà, donc ça chante très bien. C'est très bien produit, avec le soin que savent faire, dont font preuve les Anglais. Donc si vous aimez bien Shadé, si vous aimez bien ce genre d'ambiance, je pense que ça devrait vite vous parler. Donc le groupe s'appelle Loose Ends, et donc le morceau dont je vous parle, c'est A Little Spice, et plus spécifiquement le Gangstar Remix. Et il y avait eu un single qui était sorti en septembre, je crois, je sais plus comment il s'appelait, pour De le Loose Ends, rechercher. justement? Remote quelque Ah chose. oui? Ouais, Ah bah tu vois, Remote j'ai Control. passé à côté. Ouais, je crois que Ouais. c'était ça, une histoire de télécommande. Ouais, je crois que c'était ça à regarder. Ouais, de toute façon, moi, tu vois, autant tu as plein de pays qui font comme les autres, mais les Anglais, ils font comme les autres, mais en mieux. Voilà, il y a rien à dire. Quelle que soit l'appropriation culturelle qu'ils font, ils y mettent leur sauce à eux, qui fait que c'est toujours mieux. Enfin, le mouvement. Aujourd'hui, tu me dis, tiens, il y a un truc Revival Soul qui est sorti, je vais te faire. C'est anglais. Ouais, vas-y, très bien. Et je sais que ça va être mortel, parce qu'ils ont une manière de concevoir, d'écouter, de faire de la musique. Je l'ai dit 100 fois, moi j'ai le plaisir de jouer et de mixer au Worldwide Festival. Bon, c'est le meilleur public du monde, public anglais. Quoi que tu puisses jouer, quoi que tu puisses faire, plus c'est pointu, plus ça leur plaît, parce qu'ils le prennent comme un challenge, c'est-à-dire on va écouter ça. Et tu vois surtout des gens dans le public qui sont concentrés sur la musique, qui la vivent bien, mais tu vois, qui réagissent, qui crient quand il y a quelque chose qui se passe, quand il y a une basse qui rentre, tu vois, ils ont un peu comme les Américains, on les voit, ont un truc de feeling avec la danse, avec le rythme et tout, avec le groove, que les Anglais ont en général avec la musique. Et puis il faut voir, hein, n'importe qui d'Angleterre, tu peux leur mettre dans un set des Stone Roses, du rap, du grunge, si la musique leur plaît, ce sera toujours bien. Donc ils ont une manière
de concevoir, d'écouter et d'appréhender l'industrie musicale qui est, à mon sens, encore aujourd'hui, largement au-dessus. Tout ça sur une île, il commence à bien m'agacer. C'est clair. Est-ce que tu avais d'autres coups de cœur? J'ai un coup de cœur de lecture cette semaine. On va en Italie. Roberto Saviano, ça doit être une personne qui te parle, hein, qui a écrit, qui est à l'origine de Gomorrah, et qui a sorti donc un livre complet sur le juge Falcone, sous forme de roman. Donc, suite on part de l'assassinat du juge Falcone qui a eu lieu en 92. Alors, je ne me rappelais pas, je crois que c'était quelque chose de beaucoup plus récent. Depuis le temps qu'on entend ce mot, ce nom qui est on va dire le Michael Jordan du combat contre la mafia, tu vois, on peut dire comme ça, parce qu'à chaque fois qu'on entend parler d'un juge qui s'engage contre la criminalité mafieuse, on pense au juge Falcone. Donc, c'est sous forme de roman, ça ressemble à un roman policier. C'est pas ultra bien écrit, c'est pas flamboyant, mais justement, il faut le prendre plutôt comme un documentaire, comme un témoignage, parce que tout ce qu'il raconte est vrai. Par contre, c'est très romancé, hein, puisqu'il y a beaucoup de dialogues entre les personnages de mise en place. Mais voilà, c'est un personnage qui a, lui, dédié sa vie à ce combat, à tel point que sa vie est complètement brisée, puisqu'il est en permanence sous contrôle judiciaire, obligé de changer d'identité, de lieu, parce qu'il a une cible dans le dos. Mais voilà, lisez ce livre sur Giovanni Falcone, ça vous apprend plein de choses en plus, parce que ça revient bien en arrière. Il y a beaucoup de flashbacks dans les années 70 sur la mise en place de certains systèmes mafieux et les organisations des grandes familles. C'est chez Gallimard, c'est Roberto Saviano, Giovanni Falcone. Bah écoute, super. Ouais, effectivement, comme toi, jamais j'aurais pas du tout dit les 92. J'aurais imaginé que c'était plutôt début des années 2000. J'imaginais pas que c'était si vieux que ça, quoi, finalement. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'ils appellent un roman enquête. Voilà. Vous voyez le plus comme une enquête que comme un roman. Voilà. Très bien. Bah écoute, moi, alors, je culpabilise un peu parce que j'en fais mon coup de cœur alors que j'ai pas fini en fait, et même que j'en suis qu'au début. Mais à cause de toi, Pierre Armand, faut que ce qui prouve que c'est encore mieux. Voilà. Bah, comme ça, je pourrais faire un deuxième truc pour voir si mon coup de cœur s'est confirmé. Mais tout ça, c'est de ta faute en fait, parce que comme il fallait on avait décidé de faire le Hop Culture précédent sur le documentaire sur la Dream Team, voilà, j'avais pas la bonne chaîne, donc j'ai craqué mon abonnement d'un mois à HBO Max en me disant je vais pouvoir voir le documentaire 8 bits de Dream Team, et du coup, bah quand même, je me suis dit, quitte à avoir payé un mois, je vais regarder, c'est autre chose. Et il y a une série de David Simon que j'ai jamais vue. David Simon qui a fait The Wire, qui a fait Trémé, qui a fait The Corner, journaliste, scénariste incroyable. Il y a cette mini-série de 6 épisodes qui s'appelle We Own the City, qui est sortie il y a quelques années et que j'avais pas eu l'opportunité de voir, à nouveau sur Baltimore, sur la police et la criminalité. J'ai vu 2 épisodes et j'ai été happé immédiatement dedans. C'est juste... il est incroyable comme showrunner. Il y a des acteurs que tu as déjà vu jouer des petits rôles dans d'autres films et tu les vois dans ces séries, tu dis mais pourquoi ce mec-là il fait pas une carrière à la Nicolas Cage ou autre, tellement il te semble incroyable. Tu as des acteurs que tu as déjà vu forcément dans The Wire, notamment Jamie Hector là, qui cette fois-ci fait un policier, Marlowe là, pour ceux qui se rappellent de la série The Wire. C'est complexe parce que tu vois la ville, tu vois la politique, tu vois la criminalité, tu vois la police. C'est toujours cette espèce de capacité qu'il a à partir d'une intrigue très précise et derrière d'élargir, de dézoomer pour que tu vois toutes les ramifications que ça a et toutes les conséquences. Donc voilà, ça s'appelle We Own the City. J'ai vu 2 des 6 épisodes et je suis déjà à fond, donc je vous ferai un deuxième récap quand j'aurai fini la série, mais je suis déjà sous le charme. Quand Théo est sous le charme, croyez-moi que ça vaut le coup. On est rarement déçus. Voilà, c'est coécrit à nouveau par Georges Pelecanos, qui est un auteur de polar notamment, qui est de cette région de Baltimore, là, du DMV, donc c'est toujours bien écrit, comme toujours. Pardon. Bon. Est-ce que tu as une relique? Alors je suis resté dans ma thématique de mon premier coup de cœur, donc sur les Anglais qui font des trucs très cool. Je pense que tu connais Pierre Armand, un groupe, donc il y a un groupe qui s'appelait Spacek. Alors pour le coup c'est plutôt de l'électro mais soul.
Et un chanteur, donc le chanteur Steve Spacek, Steve White de son nom, qui derrière a fait une carrière solo avec un album que je trouve incroyable qui s'appelle Space Shift et sur lequel il y a un morceau produit par JD qui est juste incroyable, qui s'appelle Let the Dollar Circulate. Voilà, une prod complètement folle. J'adore la façon dont chante Steve Spacek. C'est tout en finesse. Et pour le coup, parce que ça, voilà, je connaissais pas le groupe qui s'appelait Spacek, duquel il faisait partie du groupe qui s'appelait Spacek, mais son nom c'est Steve Spacek. Et quand il est parti, il a juste gardé le nom Steve Spacek. Et donc je connaissais pas le nom Spacek et j'étais allé regarder après. Il y a des trucs mortels. Vraiment électro-soul, et notamment il y a ce maxi qui est déjà produit par JD, un remix du morceau Eve, qui est assez incroyable. Donc voilà, c'est ma double relique de la semaine. Yves. C'est celui-là, celui qui fait Yves. Absolument, ouais, exactement. Sur l'album Curvacia, je crois. Exactement ça, tout à fait. Mais je vois que tu vois, toi, t'étais déjà à l'écoute de SpaceX avant que moi je ne tombe dessus, mais moi j'ai fait le chemin inverse en fait. Ouais, et moi, j'ai pas suivi ton chemin dans le sens où j'ai plutôt zappé une fois qu'il est passé tout seul. En fait, Curvacia a tellement d'avance sur son temps. Et moi, j'avais eu le plaisir de les voir jouer dans un jardin à Hyères-les-Palmiers, dans le Var. Il y avait un festival et ils jouaient là, dans un jardin sous des palmiers. C'était complètement dingue. Mais c'est difficile pour ces groupes-là de rendre en live les atmosphères qu'ils peuvent créer sur des disques. C'est vraiment très particulier. SpaceX, c'est un peu comme ces atmosphères, un peu comme Björk, un peu. Il y avait toute une période comme ça, hein, Röyksopp, SpaceX, cette musique ambiante. Il y avait Uncle aussi qui sortait ces morceaux-là. Pour moi, c'est un des meilleurs de cette époque-là. C'est début des années 2000, je crois que Curvacia, ça sortait, ou fin des années 90. Écoutez ça avait déjà 30 ans d'avance, ça n'a vraiment pas vieilli. Et Steve Spacek, après, c'est vrai que j'ai un peu plus lâché. Donc voilà. Mais super maxi, et la pochette est magnifique parce que c'est quelqu'un qui montre pas beaucoup son visage. Très, très belle pochette, c'était sur le label Sound in Color, un petit label de Californie sur lequel j'avais pu découvrir Exile et Blue, notamment pour les fans de hip-hop un peu underground. Et l'album là dont extrait ce single qui s'appelle Space Shift, vraiment je vous le recommande parce que il y a plein de morceaux vraiment superbes dessus, c'est très bien produit, enfin voilà. Bon. Faudrait on va malheureusement avec ce début d'année, bientôt, il va falloir se faire une émission spéciale sur les légendes qui ont disparu depuis le début, depuis 15 jours là. Gwen McRae, Roberta Flack, et puis un peu récemment Oliver Miller. Oui. Roy Ayers, mais Oliver Miller aussi, qui est une légende pour nous. Hein. On a passé des nuits et des nuits à regarder Oliver Miller jouer avec les Suns, Richard Dumas, Dan Marley, Kevin Johnson et Mark West sur 5 majors contre les Bulls. Mais Roy Ayers, bien sûr, qui nous a quittés, donc immense carrière. Et je fais une petite aparté, mais on en reparlera, Théo. C'est par rapport à la musique, c'est la carrière méconnue de Roy Ayers qui, malgré lui, l'a amené vers la musique électronique, puisque énormément de remixes ont été faits de la musique de Roy Ayers, et lui-même est en featuring sur des milliers de projets, notamment sur Defected Records. Et il y avait un groupe qui s'appelle The Vision, qui avait sorti un album éponyme du même nom, avec des featuring deux voix que j'aime beaucoup, qui sont Andrea Triana pour les femmes et Ben West Beach pour les hommes. Une voix absolument géniale de Ben West Beach, dont j'ai appris qu'il était maintenant DJ à Ibiza, tu vois. Et écoutez la voix de Ben West Beach, qui avait chanté avec Jazzanova notamment et fait quelques albums solo, voix soul en anglais, pareil. Les blancs anglais, ils font sonner la soul, c'est incroyable. Et donc, cet album The Vision, où intervient Roy Ayers en featuring dessus, ou donc sur des rythmes beaucoup plus électro. Et c'est vrai que ça lui avait offert une seconde carrière où il y avait pas mal d'albums de remix de ses disques. Et quand il jouait sur scène, ça lui arrivait aussi d'avoir des tempos beaucoup plus élevés. Donc voilà, deux manières de découvrir. Si la partie Roy Ayers soul jazz ne vous plaît pas forcément, vous avez tout un pan électro, notamment avec les Masters at Work, avec Louis Vega, etc., qui est passionnant. Donc voilà,
grand monsieur s'en est en allé, Ouais, malheureusement. énorme carrière, Rogers. Moi, tu sais, à partir du moment où j'ai commencé à m'intéresser, à essayer pareil, de remonter l'arbre généalogique, de me dire, mais ce morceau que j'adore, qui sample un truc, c'est quoi le truc qui est samplé? Enfin, c'est toutes les routes mènent à Rogers, en fait. Tu prends, si vous aimez le hip-hop du début des années 90 avec des ambiances un peu jazzy, etc., le nombre de samples, c'est complètement fou. Et ce qui est incroyable avec Rogers, c'est que, à l'inverse de pas mal de musiciens de jazz, quand même, il a tout de suite. En fait, non, c'est comme ça qu'il faudrait que je le formule. À l'instar de George Clinton, il a tout de suite compris l'intérêt que ça pouvait avoir pour sa musique, de continuer à évoluer avec son temps. Donc il a fait comme Miles Davis, comme George Clinton, il a tout de suite collaboré avec des artistes de hip-hop ou de musique électronique, comme tu parlais des Masters at Work, et ça a prolongé complètement à la fois sa carrière et sa créativité. Et j'avais eu la chance de le voir en concert il y a une quinzaine d'années, je sais pas quel âge il avait, mais il devait avoir déjà pas loin des 70 ans. Le gars avait une énergie complètement dingue. C'était Ah ouais, à ouais. Bobigny, là, dans une salle, une petite salle. Non, une salle correcte, mais c'était pas l'Olympia. L'ambiance qu'il avait mise dans cette salle, c'était fou, quoi. Tout le monde était ressorti avec un sourire immense. La banane, tu te dis, mais comment c'est possible que ce mec-là, derrière comment dire, son vibraphone, il continue d'avoir autant la pêche. Et ouais, la musique de Roy Ayers, c'est juste incroyable, quoi. C'est jazz, funk, c'est toutes les fusions que tu veux. Et c'est le type d'artiste, tu sais. Alors, c'est peut-être un peu dur de le dire comme ça, mais j'ai l'impression qu'il y a certains artistes, tu dis, si tu le fais écouter à quelqu'un et que la personne te dit non, ça j'aime pas du tout, ou je comprends pas, ça me parle pas, t'es obligé de revoir un petit peu ton degré d'amitié avec la personne en disant, mais peut-être que finalement, au fond, on partage pas autant de choses que je le pensais, quoi. Et j'ai l'impression que Royers, alors je comprends qu'on puisse ne pas être fan, mais tu mets Everybody Loves the Sunshine, si la personne en face, elle a pas au moins une esquisse de sourire, tu dis, il y a un truc qui cloche, là. Oui, qui dit, tu peux pas mettre un truc qui bouge? T'as que ça? Ça va être ça toute la soirée, là? Bon, bah, tu sais que c'était cette soirée-là, oui, mais ce sera la dernière. Voilà. Mais Rogers, avec tout, t'as raison, hein, avec tout ce qu'il a été samplé, ce qu'il a sorti comme musique, on devrait rappeler, il a dû toucher de la SACEM, ça devrait être, tu sais, comme le trophée de MVP qui s'appelle Bill Russell, il faudrait l'appeler la Roy Ayers SACEM, le Roy Ayers SACEM. Ouais, c'est le mec de la SACEM et Rogers se connaissent par prénom. Hein, ils s'appelaient une fois tous les 2 jours et ils se connaissent bien, quoi. Ouais, ça va être vraiment genre, je regarde mon compte. Attends, dis donc, Robert, j'ai fait un truc avec Defected. Ouais, bah, tiens-toi au courant. Allez, tu me fais le complément. Tu m'envoies vite le complément. Je passerai à la maison, de toute façon. Je passerai le récupérer directement en allant faire les courses. C'est ça. Moi, ma relique, c'est. Alors, moi, tu sais que je garde tout. J'avais gardé ce petit papier parce que j'étais allé voir donc ce match Chicago-Houston au United Center l'année où Charles Barkley arrive à Houston, où ils ont ce maillot immondissime de bagnard. Là. Donc, victoire de Chicago, 31 points de Jordan, et donc faillite offensive, c'est marqué de Barkley et Drexler, 15 points à eux deux. Donc, match de merde des deux, mais alors donc, c'était pour montrer comment en 97, l'équipe parlait de ça, mais c'était quand même le gros match de l'année, puisque entre le dernier vainqueur et celui de 2 années d'avant, donc qui venait se renforcer avec Charles Barkley, donc 3 Hall of Famer, vraiment un vrai big three à l'intérieur. Mais ce qui m'a fait marrer en regardant cette une, ce que je relisais, c'est ce qui avait marqué en dessous, il y avait marqué Ceballos à Phoenix. Alors que le retour de Cédric Ceballos était programmé la semaine prochaine, la franchise Los Angeles a décidé d'expédier son ailier à Phoenix en échange de... Oh, le quiz de la mort. Attends, Phoenix, donc c'est le Lakers Phoenix, le trade En 97. Gros trade, hein, enfin, qui va bien apporter à Los Angeles. Roberto non, Ouais. non, si, ça, Roberto, oui, ouais. En échange de Robert Torrey. Arrivé à Los Angeles en 94 en provenant de Phoenix, en début de saison, il avait néanmoins éprouvé des difficultés à s'adapter à la présence de Shaquille O'Neal à l'intérieur avant de se blesser au genou. Horry, élément important des 2 titres des Rockets, n'avait jamais réussi à s'intégrer à Phoenix, où depuis le début de la saison, il avait tourné à 6 points et 3 rebonds, donc tu vois, vraiment pas grand-chose. Également inclus dans le transfert Rumeal Robinson, qui rejoint Phoenix en échange du pivot Joe Klein.
Que des légendes, que des légendes. Et c'est là que je me suis rappelé de la tête de Joe Klein. Et ça, Bah c'est oui, vraiment- c'est clair. Donc voilà, c'était marrant de voir cette petite, ce trade ramené. Puis comme quoi, c'était quand même très intéressant. C'est vrai que c'est Ceballos qui était un joueur assez important, qui avait, à mon avis, c'est peut-être pas forcément. On est quoi? Ouais, non. Ah si, Kobe est arrivé déjà. Donc, à mon avis, il a dû se prendre deux, trois petites réflexions de la part de Kobe qui a dû dire c'est pas toi le patron ici, c'est bientôt moi. Donc c'est plus à cause de Kobe qu'il a dû se barrer. Mais voilà. Donc c'était plutôt pas mal. Et il y avait pas mal de trucs. On parle de Stoudemire, de Walt Williams, tu vois, à cette époque, quand il parlait des autres matchs de la journée. C'est une sorte de CQFR, mais avec 2 jours de retard. C'est ça, bah oui. Mais c'était tout ce qu'on avait, effectivement. Donc, Tout ce qu'on avait ouais. pour avoir des infos fraîches. Super, bah écoute, incroyable quand même que tu aies gardé cette coupure de presse. Ah Comme bah oui, quoi, c'était ça un a du souvenir. bon, hein, le papier quand même. Oui. Ça se conserve. Ouais, exactement. Voilà, bah écoutez, nous on espère que vous aurez passé une bonne émission, enfin un bon moment en notre compagnie. Nous en tout cas on s'est éclaté à échanger avec Pierre sur nos souvenirs de la WNBA. Oh, je suis fatigué moi, de la NCA. March Madness, on est en plein dedans, donc profitez à fond. Attention au giboulé parce que c'est aussi le mois où ça tombe et attention à la grêle. Et toi la grêle, c'est même plus que c'est toi, Pierre Armand, la grêle. T'as pas vu ça depuis que t'avais 15 ans, je suis sûr. La grêle, c'est la pluie, mais c'est ce qu'on appelle la pluie, mais non, ça tombe, ça tombe. Ça tombe pas mal en ce moment. Faut que ça arrose, parce Ok. qu'après, la pluie peut avoir pendant 9 mois. Voilà, bon bah profitez des éclaircies et du soleil si vous en avez, et puis on vous dit à la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Salut.